responsable du centre référent Madeira à Clermont-Ferrand et comment dire, la mise en place du centre suite à la labellisation puis à l'arrivée des financements a été un tout petit peu plus compliqué que prévu. Tout s'est passé normalement pour une administration hospitalière, donc ça a été très compliqué. Et donc, au total, bon, les choses ont évolué et on en discutait à la pause. On va vraiment pouvoir commencer dans peu de temps l'activité. J'espère pouvoir finaliser les recrutements de toute l'équipe dans le mois à venir. Donc, c'est un élément important. Et donc, en fait, au-delà de ça, c'était un médecin qui était préempté pour venir travailler dans ce contexte-là, qui est le docteur Onsuc, qui, pour différentes raisons, va évoluer différemment dans son parcours professionnel. Et donc, en fait, c'est moi qui vais faire cette présentation, mais je vais pas faire. Je ne suis pas le docteur Onsuc, et moi, je vais parler de choses que je connais un peu, cette notion de psychiatrie de précision et la manière dont on peut articuler ça avec les maladies rares, et donc ces notions d'enjeu et de perspective. Donc, je vais faire mes déclarations d'intérêt avec différentes compagnies et dans différents contextes. Alors, simplement, la psychiatrie, c'est un grand débat actuel sur l'évolution, donc un débat qui peut avoir une vertu épistémologique, mais qui correspond assez bien à des problématiques importantes, c'est-à-dire la psychiatrie. En fait, tout le monde pense qu'on est à l'aube d'un changement de paradigme. La psychiatrie de précision pourrait être considérée comme un changement de paradigme. Ou bien doit-on se contenter de progrès incrémentaux? C'est-à-dire, va-t-il y avoir un grand bouleversement, comme on a pu connaître dans certains domaines de la médecine, comme par exemple en oncologie avec le développement des immunothérapies, toutes ces logiques autour de l'immunité qui ont bouleversé la prise en charge dans le champ de l'oncologie, mais dans d'autres domaines de la médecine. Et c'est une vraie question qui, avec le sentiment qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre cette évolution dans le cadre de la psychiatrie, ou bien doit-on se contenter de ces progrès petit pas par incrémentation, en fait, qui permettent de modifier véritablement l'évolution. Et c'est vraiment un débat qui anime beaucoup, et en particulier sur la pertinence de cette notion de psychiatrie de précision. Alors, la psychiatrie de précision, c'est issu de réflexions autour de la notion de médecine de précision. Donc, en fait, la médecine de précision, c'est une conceptualisation qui a été initialement structurée il y a à peu près une quinzaine d'années aux États-Unis, et en fait, avec tout un programme de médecine de précision qui a été lancé. Et la notion de psychiatrie de précision, elle a émergé dans le champ des professionnels en 2015, suite à un article d'un auteur espagnol, Édouard Vieta, qui travaille beaucoup dans le domaine de troubles bipolaires et qui a présenté ça comme une frontière à venir, justement, et permettant un changement de paradigme. Alors, comment on peut définir cette notion de psychiatrie de précision? En fait, l'idée, c'est que la psychiatrie, c'est un domaine dans lequel on a évoqué tout à l'heure les aspects dimensionnels, les dimensions cliniques qu'on peut observer. Et en fait, la psychiatrie est un domaine clinique dans lequel la définition des maladies reste assez complexe, hein, parce qu'on ne connaît pas très bien les mécanismes d'apparition des maladies, ce qu'on appelle la physiopathologie, et on ne connaît pas très bien les causes de la plupart des maladies. Donc en fait, cette difficulté d'exploration de la physiopathologie, parce que le cerveau, c'est un organe qui, premièrement, est très bien protégé, donc en fait pas facile à explorer, et deuxièmement, très compliqué, bien plus compliqué qu'un cœur. Et en fait, cette complexité rend difficile les progrès de la connaissance sur le fonctionnement normal et les dysfonctionnements, et les causes et les conséquences. Donc c'est un élément important. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut être beaucoup plus spécifique et précis pour diagnostiquer les troubles observés. On ne parle pas de maladies en psychiatrie à l'heure actuelle, on parle de troubles, et de mettre en œuvre des thérapeutiques qui sont plus spécifiques. Donc en fait, l'idée, ce serait vraiment de sortir des classifications actuelles, hein, qui sont des classifications qui ont une fonction au moins de partage entre les professionnels, mais qui sont des classifications assez limitantes parce que assez fausses en fait, hein, puisqu'on regroupe souvent des troubles qui sont d'expression proche, mais de mécanismes de survenus différents. Donc en fait, l'idée de cette psychiatrie de précision, comme la médecine de précision, c'est de permettre de prendre en charge de façon plus spécifique des patients bien caractérisés avec des traitements qui sont plus adaptés.
Alors c'est un peu différent de la psychiatrie ou de la médecine personnalisée, qui voudrait dire qu'on fait un traitement spécifique pour un patient donné, ce qui est possible, mais qui est un autre sujet. Un exemple, j'ai parlé d'immuno il y a quelques minutes. En fait, lorsqu'on regarde cette logique d'immuno, en psychiatrie, on a tendance à travailler pour les médicaments de façon empirique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tendance, dans de nombreuses situations, à travailler dans une modalité d'essai-erreur. On a un tableau clinique donné, on utilise, et ça marche dans la plupart des cas, un traitement dans une catégorie donnée, puis il y a tout un tas de cas où ça marche pas très bien et on ne sait pas très bien pourquoi, et on fait d'autres essais. C'est une pratique empirique, et c'est probablement parce que les patients à qui on les donne, ces catégories diagnostiques ne fonctionnent pas bien. On peut penser que lorsqu'on identifie, par exemple, un mécanisme de survenue d'un trouble, comme par exemple l'existence des psychoses auto-immunes, c'est-à-dire une auto-immunité contre des récepteurs de neurotransmission au niveau du cerveau, en fait, on peut identifier que certains patients qui présentent le même tableau que les autres ont une physiopathologie particulière, et dans ce cas-là, on peut donner un traitement particulier, spécifique, qui fonctionnera. Donc ça veut dire, vous voyez, on isole, là, dans cette médecine de précision, on isole le sous-groupe, probablement lié au mécanisme physiopathologique, voire à la cause du trouble, qui peut être par exemple une cause génétique, et on peut définir un traitement par rapport à ça. Et puis la notion de personnalisation, c'est que on identifie véritablement des éléments très spécifiques, très particuliers de physiopathologie ou d'éthiopathologie, donc de fonctionnement ou de cause, et on peut traiter spécialement comme ça. Donc on a déjà des sortes de prémices de psychiatrie de précision dans des stratégies comme ça, mais qui restent limitées à une quantité assez, un pourcentage très faible des tableaux cliniques qu'on rencontre. Et donc, la psychiatrie de précision, c'est caractérisé et puis cliniquement et biologiquement. Alors cliniquement, j'ai parlé des outils de psychiatrie et les outils qu'on utilise sont ces outils de catégorisation diagnostique qui ne sont pas très bons. Ils ont une vertu, c'est qu'ils sont très reproductibles. C'est-à-dire on prend plusieurs professionnels et s'ils suivent les règles, ils vont arriver à porter le même diagnostic. C'était l'objectif, puisqu'il y a à peu près 50 ans, il y avait des études qui avaient mis en évidence que, en fonction de l'endroit où vous habitiez, votre psychiatre pouvait être diagnostiqué à cause de sa formation, culture, que sais-je, et des critères diagnostiques utilisés peuvent être diagnostiqués pour un même tableau clinique de choses complètement différentes. Donc en fait, il y a eu un travail qui a été fait pour améliorer la capacité de reproductibilité du diagnostic, mais on a des outils qui sont assez médiocres, comme je le disais. Il y a une sorte de révolution digitale, c'est la mode à l'heure actuelle, de recueillir des informations. Tout à l'heure, on parlait de grandes bases de données. Il y a les bases de données, bien sûr, de l'assurance maladie, par exemple, comme ça a été évoqué, des bases de données qui sont collectées. Une manière de collecter des bases de données, des données, c'est par exemple en utilisant tous les informations qu'on peut recueillir à partir de tout ce qui est outils digitaux dont on est en permanence en train de les utiliser, les montres, les téléphones, les ordinateurs, etc. Et donc, en fait, qui permettent de recueillir des informations. Mais on est encore loin du compte par rapport à cette modalité. En ce qui concerne les patients aussi sur le plan biologique, la question, c'est comment on identifie des biomarqueurs. Et c'est vraiment une question super importante, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, à l'heure actuelle, beaucoup de travaux, il y a des avancées, mais en fait, comme je le dis, qu'il reste des progrès qui sont assez limités. On n'arrive pas à identifier ces biomarqueurs d'intérêt qui correspondent justement à un processus biologique, à ce qui dysfonctionne, comme je viens de le dire, et qui entraîne le tableau clinique et qui serait très spécifique. Donc, par exemple, ça serait quoi le biomarqueur comportemental, si je reprends ce schéma-là, au milieu de la mécanique, c'est quel est le biomarqueur qui permet d'identifier le sujet en bleu. Et donc, en fait, dans ce cas-là, ça serait d'identifier un auto-anticorps qui agit contre un récepteur qu'on connaît dans le cerveau. Ce qui est possible à l'heure actuelle, mais souvent mal utilisé, insuffisamment utilisé pour plein de raisons. Donc, en fait, cette évolution vers les biomarqueurs reste difficile et donc c'est un élément important et en fait c'est vraiment un projet qui est d'essayer de progresser et qui est une tendance internationale puisque donc dans ce cadre-là on a de nombreux projets de recherche qui se mettent en place. Il y a un gros projet de psychiatrie de précision qui a été financé dans le cadre d'un programme, les programmes et équipements
programme et équipement prioritaire de recherche, et donc en fait dont l'objectif c'est de pouvoir caractériser mieux les troubles psychiatriques de manière multimodale, c'est-à-dire d'un point de vue clinique, mais aussi en essayant d'identifier des facteurs qui sont liés à des biomarqueurs d'intérêt. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on essaie de progresser d'une conceptualisation clinique à une meilleure caractérisation des patients en essayant de mieux comprendre les mécanismes et les causes. Donc, il faut un écosystème pour développer ça. Vous voyez que et on a parlé tout à l'heure des bases de données coordonnées, la manière dont on récupère les caractéristiques des individus, la manière dont on utilise les données issues de la recherche. Donc, vous voyez tout un écosystème qui est nécessaire pour mettre en œuvre, et avec une possible... Donc ça, c'est issu d'un papier de consensus du Collège européen de neuropsychopharmacologie, et en fait qui dit la psychiatrie de précision, ça pose un certain nombre de problèmes. Et vous voyez, l'idée, c'est à gauche, on recueille des informations de différentes natures, qui vont de l'aspect génétique aux aspects numériques, puis ensuite on modélise, et puis on essaie d'identifier justement les facteurs de risque de transition d'un état de santé à un autre, pas forcément l'apparition de la maladie. Puis ensuite, on essaie d'identifier plus précisément, en intégrant les connaissances cliniques également, on essaie d'identifier des stratégies. Donc, en fait, ça, c'est le concept qui se développe, et comme je vous dis, avec des projets de recherche, c'est vraiment une tendance internationale et de la construction de grandes cohortes. Mais une des problématiques qui existent dans les maladies rares, c'est, comme ça a été évoqué, c'est justement que ce sont des maladies qui ont des conséquences majeures, qui concernent des millions de gens, mais qui sont relativement rares. Et c'est un problème qu'on rencontre dans d'autres champs que la psychiatrie, en fait, pour les maladies rares, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus difficile de faire d'avoir des neuroproductibilités, et ça demande justement, ça pose des questions de mise en œuvre, mais aussi de méthodologie qui sont assez complexes. Toutefois, malgré tout, on voit bien que le développement d'outils qui permettent de mieux caractériser cliniquement, biologiquement, cognitivement, mais aussi génétiquement, et puis avec d'autres marqueurs du registre des omiques, de tout ce qu'on appelle métabolome, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, ça permet, on commence à avoir créé cet écosystème, et donc dans le champ des maladies rares, il y a vraiment un enjeu de pouvoir construire ces profils génétiques, environnementaux et de style de vie qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe, premièrement, et surtout, secondairement, d'avoir un impact en termes d'efficacité, de capacité de prise en charge. Donc effectivement, les défis, c'est la quantité de données. On a vu les plans qui étaient évoqués tout à l'heure essaye de répondre à ce défi, à cet enjeu-là. Le coût des analyses génétiques, les obstacles réglementaires, ça a été évoqué, on a vu que en fonction des pays, etc. Et puis aujourd'hui, il y a quand même des possibilités de génotypage et de développement d'un certain nombre de stratégies qui se mettent en place. Puis on voit des travaux sur des thérapies géniques et les collaborations internationales qui ont été évoquées au niveau européen, mais aussi au niveau transatlantique. On va voir ce que devient l'Amérique dans peu de temps, mais c'est une autre histoire. Et en fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des possibilités de collaboration existantes. Et par exemple, le plan France Génomique, avec les plateformes, Oragen, mais aussi Sequoia, on a été une grande avancée, en fait, pour permettre justement l'utilisation, ce génotypage à haut débit dans des conditions qui permettent justement d'avancer spécifiquement dans le champ des maladies rares. Et donc, il y a eu une évolution, justement, avec la possibilité, dans le cadre de troubles psychiatriques majeurs, et on voit bien, on est passé de la notion de schizophrénie syndromique à cette notion de troubles psychiatriques majeurs, qui permet d'utiliser ces plateformes afin de produire des informations qui sont des informations qui peuvent véritablement, spécifiquement dans le cas des maladies rares, permettre une réflexion et une modalité de prise en charge spécifique. Donc en fait, cette psychiatrie de précision nous permet, et la France n'est pas très en retard, la France a des défauts, mais elle n'est pas très en retard dans tous ces aspects-là. Ça ne veut pas dire qu'elle est très en avance, mais en fait, on commence à avoir des ressources dont il faut qu'on arrive à les mettre en œuvre pour pouvoir être à la hauteur des enjeux, et en fait, permet de mettre en œuvre ça. Alors simplement, je voulais illustrer ça par une situation clinique qui n'est pas une situation clinique à laquelle j'ai été confronté, mais en fait qui est une situation clinique qui a été publiée, dont je trouvais intéressant dans la discussion qu'il y a eu autour du repositionnement des médicaments, et puis ce qui a été évoqué ce matin par
Maud Rothermel. En fait, c'est un cas clinique d'un sujet qui présente un de 13 ans, déficience intellectuelle légère, trouble du spectre de l'autisme et trouble du langage. Donc avec un retard de développement, difficulté d'interaction, stéréotypie motrice, le QI, donc vous voyez bien avec les différents aspects, et puis détérioration cognitive progressive observée à l'âge de 12 ans. Donc, identification d'une délétion au niveau du chromosome 11q14, et donc avec une partie qui inclut un gène spécifique, et donc qui est identifié, gène qui a des caractéristiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'abord, je ne suis pas généticien. Et puis, deuxièmement, l'idée, c'est pas de rentrer spécifiquement dans les détails par rapport à ça, mais en tout cas, c'est un gène qui présente des caractéristiques dont l'expression a un rôle dans la manière dont sont gérés les récepteurs au niveau des systèmes de neurotransmission du système glutamatergique. Donc en fait, il y a un système excitateur qu'on connaît bien et dont on sait que des déséquilibres à ce niveau-là sont associés à des manifestations cliniques. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, il y a des modèles animaux également, en fait, c'est que cette modification, c'est une modification identifiée et dont on comprend à peu près, non pas la physiopathologie globale, mais un élément de la physiopathologie et de quel est le dysfonctionnement qui peut être associé au tableau clinique présenté. En fait, l'intérêt là, c'est qu'à partir de cette réflexion, ça se dit, ben, il y a une altération du fonctionnement de la transmission glutamatergique au niveau de certains récepteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai parlé de ces récepteurs glutamatergiques contre lesquels on peut avoir des auto-anticorps tout à l'heure. En fait, l'idée dans ce cas-là, c'est d'essayer justement de modifier cette perturbation de la transmission. Et dans ce cas-là, donc les auteurs de ce papier, en premier temps, c'est une équipe italienne, essayé d'envisager un traitement par empaquine, bon, qui n'était pas possible parce que en fait, c'est des traitements qu'on n'utilise pas pour différentes raisons. Et ensuite, ils se sont focalisés sur le lithium qui a été évoqué. Et donc, un lithium qui a un effet sur l'activité neuronale synchrone et qui est médié par les récepteurs AMPA avec un mécanisme d'action probablement autour dans lequel je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, une représentation assez claire de comment peut fonctionner le lithium dans ce cas-là. Donc, en fait, en modifiant, ça ne fait pas revenir à la normale, c'est pas le bon terme, mais en modifiant, en améliorant le dysfonctionnement de la transmission glutamatergique à ce niveau-là. Et en fait, décision est prise de mettre cet enfant ce jeune garçon sous lithium, avec une lithiémie relativement basse, en accord avec les parents, etc. Et on a une amélioration cognitive, et c'est les cours d'amélioration cognitive qui montrent la modification. Alors, c'est un cas, et en fait, qui se maintient après l'arrêt du traitement. Une décision a été prise au bout de 2 ans de traitement d'interrompre, et en fait, le poursuite de la prise en charge a mis en évidence le maintien de l'amélioration. En fait, c'est typiquement l'intérêt aujourd'hui d'avoir un écosystème qui permet la mise en œuvre des stratégies de psychiatrie précision, une culture qui devient différente, mais en fait, la dernière slide, la dernière diapositive, elle soulignait des enjeux qui étaient des enjeux complexes, mais qui sont très importants autour de la psychiatrie de précision. C'est, premièrement, on vit dans un pays qui a beau être censément en faillite, qui est un pays riche par rapport à de nombreux pays, et en fait, on a la capacité à développer des stratégies, comme on a évoqué, et notamment ces plateformes génétiques, mais pas que. Et donc ça, c'est quand même un élément important. Mais il y a une disparité entre les pays, et ça, c'est problématique. Puis la deuxième chose, c'est comment on déploie ces stratégies-là, indépendamment du coût, en modifiant la culture, la formation des professionnels, pour que on puisse systématiquement utiliser, en tout cas de manière la plus pertinente possible, utiliser ces stratégies très spécifiques et qui permettent petit à petit de réfléchir particulièrement à chaque situation, ce qui est vraiment crucial dans le champ des maladies rares, pour pouvoir avoir des réponses qui, lorsqu'on peut repositionner un médicament comme le lithium ou autre, en fait, permettent d'avoir une logique. Et donc, en fait, il y a un enjeu majeur de pouvoir enrichir notre réflexion en mettant en œuvre ce type de stratégie. Et il y a vraiment un gros effort collectif de formation, d'échange, pour pouvoir développer ça. Les réseaux comme Génopsy, et ça a été souligné, sont des réseaux qui sont tout à fait indispensables, mais il y a une grande disparité en fonction de l'endroit. Le dispositif qui a été montré par Isabelle tout à l'heure montre qu'il y a quand même une disparité entre... moi, je viens d'un endroit qui n'est pas spécialement défavorisé, Clermont-Ferrand.
Mais en fait, si si Isabelle montrait ce qu'elle a montré à Aurillac, par exemple, ville qui est chère à mon cœur, je pense que personne ne comprendrait même ce qu'elle a dit, tellement il y avait d'éléments et de possibilités. Et pourtant, il y a des gens qui habitent à Aurillac, il y a des gens qui sont malades aussi. Et en fait, ça va être un vrai enjeu d'arriver à homogénéiser les stratégies de prise en charge sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas encore le cas, mais à mon avis, une problématique dont il faut qu'on soit conscient. Merci de votre attention.